Cette matinée de mai a commencé comme tant d'autres dans mon petit appartement de Bourges. Le ciel gris, typique du printemps dans le Berry, semblait refléter l'atmosphère sombre qui planait sur ma vie. Mon fils Julien avait insisté pour que je n'aille pas à la pharmacie chercher mes médicaments pour la tension. « Maman, tu n'as pas besoin de sortir par ce temps. Je les prendrai pour toi plus tard, » dit-il avec ce sourire qui me charmait depuis qu'il était petit. Pendant que je partage cette histoire difficile avec vous, je vous demande de laisser votre pouce en l'air pour que plus de personnes puissent connaître ce récit. Peut-être ainsi pourrons-nous éviter que d'autres mères et pères vivent ce que j'ai vécu. À 72 ans, je n'étais pas vraiment capable d'affronter la fraîcheur intense de ce jour-là. Mais je savais que j'avais besoin de ces médicaments et aussi d'un moment loin de ces murs qui témoignaient de ma souffrance quotidienne. J'ai besoin de me dégourdir un peu les jambes, mon fils. C'est bon pour la circulation, argumentai-je, tentant de paraître désinvolte, cachant la vraie raison. J'avais besoin de parler à quelqu'un, de demander de l'aide, de montrer les hématomes récents qui couvraient mon corps sous les multiples couches de vêtements. Le chemin jusqu'à la pharmacie était court, seulement 3 rues. À chaque pas douloureux que je faisais, je sentais mes côtes mal cicatrisées du dernier accident protesté. Une chute qui avait causé 2 fractures, selon l'histoire que j'avais été obligée de raconter aux urgences la semaine précédente. Julien était resté à mes côtés tout le temps pendant les soins, sa présence apparemment affectueuse pour les infirmières, mais ses yeux m'envoyaient un message clair. « N'ose pas dire la vérité. Nous y sommes presque, maman, » dit Julien en apercevant la pharmacie. « Tu n'aurais pas dû sortir avec ce froid. » La pharmacie était presque vide ce matin-là. Seul le jeune pharmacien Pierre, qui me connaissait déjà d'autres visites, et une cliente âgée attendant ses médicaments. Quelque chose dans mon expression a dû trahir mon désespoir, car Pierre me regarda différemment cette fois. « Madame Geneviève, tout va bien? Vous semblez fatiguée aujourd'hui » commenta-t-il, tandis que Julien s'éloignait pour regarder quelques produits sur les étagères. C'est alors que j'ai pris la décision qui changerait tout. Avec des mouvements lents et tremblants, j'ai remis à Pierre un petit papier plié avec mon ordonnance en chuchotant. « S'il vous plaît, lisez quand je serai parti. » Le papier ne contenait que quelques mots. « Au secours, mon fils me frappe tous les jours et vole mon argent. J'ai peur de mourir. Appelez la police. » « Un problème, maman ?» demanda Julien, s'approchant soudainement, son ton apparemment prévenant, mais avec cette froideur dans les yeux que je connaissais si bien. « Aucun, mon fils. Je demandais juste conseil pour un médicament contre les douleurs articulaires. » Pierre, percevant la gravité de la situation, garda son sang-froid professionnel. « Les médicaments de Madame Geneviève seront prêts dans 20 minutes. Si vous voulez faire un tour et revenir après... » « Non, » coupa Julien. « Nous attendrons ici. » La tension était palpable pendant que nous attendions. J'ai vu Pierre, en allant au fond de la pharmacie, passer un appel rapide. Mon cœur s'emballa. Entre peur et soulagement, qu'il y ait enfin de l'espoir. Quand nous sommes sortis de la pharmacie, médicaments en main, je me préparais mentalement à la fureur de Julien s'il soupçonnait ce que j'avais fait. Le chemin du retour fut silencieux, ses doigts serrant mon bras avec une force excessive, comme toujours quand il était contrarié. En arrivant à la maison, la scène familière se répéta. Julien fouilla mon sac, cherchant de l'argent. Il trouva l'enveloppe avec ma pension fraîchement retirée, l'argent qui devait durer tout le mois. « J'ai besoin de ça pour quelques factures, maman, » dit-il, glissant presque tout l'argent dans sa poche, ne me laissant que quelques billets. Je savais que cet argent se transformerait bientôt en drogue, comme cela arrivait tous les mois depuis 8 ans. Quand j'ai protesté faiblement, est venu le premier coup de la journée, une gifle forte qui m'a fait chanceler. « Tu crois que je t'entretiens gratuitement? Tu crois que s'occuper d'une vieille inutile ne coûte rien ?» Les larmes coulaient, tandis que j'essayais de me protéger de ce qui allait suivre. 8 années de maltraitance m'avaient appris le schéma. D'abord, les gifles, ensuite, les coups de poing. Enfin, quand il perdait complètement le contrôle, les coups de pied pendant que j'étais à terre.
C'est alors que nous avons entendu la sonnette. Julien se figea, nerveux face à cette interruption inattendue. « Ne fais pas de bruit et n'ose rien dire !» me menaça-t-il, se dirigeant vers la porte. À sa surprise et à mon immense soulagement, c'étaient 2 policiers. L'un d'eux, se présentant comme brigadier Moreau, demanda à entrer. « Il y a eu un signalement de trouble venant de cet appartement », affirma le policier, ses yeux expérimentés évaluant la situation, remarquant mon visage déjà rougi par la gifle récente. « Il doit y avoir une erreur, » répondit Julien, tentant de paraître calme. « Nous ne faisons que discuter, ma mère et moi, n'est-ce pas, maman ?» Tous les regards se tournèrent d'Adet vers moi. 8 années de silence forcé, de mensonges constants, de douleurs physiques et émotionnelles. 8 années à protéger un fils devenu mon bourreau. 8 années à mourir lentement, jour après jour. Mon fils me bat tous les jours, dis-je d'une voix tremblante, les larmes coulant maintenant librement. S'il vous plaît, aidez-moi. L'explosion de rage de Julien fut immédiate. Il se précipita vers moi, mais fut rapidement maîtrisé par les policiers. Tandis qu'il se débattait en criant des obscénités, je commençais, lentement, à déboutonner mon chemisier. Je dois vous montrer quelque chose. Ce que virent les policiers les choqua momentanément. Mon corps, de la taille vers le haut, était une carte de la maltraitance. Hématomes à différents stades de guérison, jaune, vert, violet, presque noir. Cicatrices de brûlures de cigarettes, marques de fractures mal soignées, formant des protubérances sous la peau pâle. « Mon Dieu !» murmura le brigadier Moreau. « Depuis combien de temps cela dure-t-il, madame ?» « 8 ans, répondis-je, sentant un mélange de honte et de soulagement. Depuis qu'il est revenu vivre chez moi après son divorce, Julien fut immédiatement menotté et emmené au commissariat, criant des menaces dans le couloir. Je fus conduite à l'Institut médico-légal pour un examen complet qui documenta non seulement les blessures récentes, mais l'historique de maltraitance prolongée, 126 cicatrices documentées, 14 fractures anciennes mal consolidées, plusieurs os qui avaient été cassés à répétition. À l'hôpital, je restais sous soins intensifs pendant des jours. Le diagnostic était effrayant. Outre les blessures visibles, il y avait des dommages internes significatifs, une malnutrition sévère et des problèmes cardiaques aggravés par le stress chronique. « C'est un miracle qu'elle soit encore en vie », entendis-je un médecin commenter. La quantité de traumatisme physique que ce corps a supporté est impressionnante, surtout pour quelqu'un de son âge. Pendant que je récupérais lentement, des fragments de souvenirs des 8 dernières années revenaient par flashs douloureux. La transformation graduelle de mon fils en mon bourreau ne s'était pas faite du jour au lendemain. Cela avait commencé subtilement après son divorce, quand il était revenu chez moi en disant que ce serait temporaire. Les premiers signes furent légers, de l'argent disparaissant de mon porte-monnaie, de petits objets qui s'évanouissaient, un comportement erratique certains soirs. Puis vinrent les mensonges sur des emplois qui n'existaient jamais, des opportunités toujours reportées, des excuses de plus en plus élaborées pour expliquer ses absences et l'argent qu'il dépensait. La première agression physique eut lieu 6 mois après son retour. J'avais questionné la disparition de la broche en or que m'avait offerte mon défunt mari, l'un des rares souvenirs précieux qui me restaient de lui. La réaction de Julien fut disproportionnée. Une gifle forte suivie de bousculades qui me firent heurter le mur. « Pardonne-moi, maman », pleura-t-il ensuite, apparemment repentant. « Je traverse une période difficile. Cela n'arrivera plus jamais. » Mais cela recommença. Et encore, avec une fréquence toujours plus grande et une intensité croissante. Les excuses diminuèrent, remplacées par des justifications qui me culpabilisaient. J'étais trop exigeante, je parlais trop, j'étais ingrate pour tout ce qu'il faisait pour moi. C'est pendant cette période que je découvris la vraie raison derrière la transformation de Julien, la drogue. Je trouvais du matériel caché dans sa chambre en faisant le ménage. Quand je l'ai confronté, au lieu de nier,
Il m'a simplement agressé si violemment que j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais seule sur le sol du salon, avec des côtes cassées et sans ma carte de pension. Les années suivantes se transformèrent en un cycle infernal. Le jour de versement de la pension signifiait violence garantie. Il exigeait tout l'argent, ne me laissant que le minimum pour survivre, parfois même pas cela. Quand j'essayais de cacher une partie de l'argent pour les médicaments essentiels, la punition était sévère. J'ai tenté de chercher de l'aide quelques fois dans les premières années. Une assistante sociale vint me rendre visite après un appel anonyme d'une voisine. Julien se montra le fils parfait pendant la visite et moi, terrorisée par ses menaces antérieures, confirmais sa version que tout allait bien. Quand l'assistante partit, je payai cher cette visite par une raclée qui me cloua au lit pendant des semaines. À une autre occasion, j'essayais de dire la vérité à un médecin aux urgences, où j'avais été amenée après un accident domestique particulièrement grave. Julien, cependant, ne me laissait jamais seule avec les médecins ou infirmières. Toujours présent, toujours vigilant, contrôlant chaque mot que je disais. Avec le temps, je perdis espoir. J'acceptais cette vie comme mon destin, convaincu qu'un jour, il me tuerait, probablement dans un accès de rage potentialisé par la drogue. Je me mis à vivre chaque jour en essayant simplement de ne pas le provoquer, tentant d'être le plus invisible possible dans ma propre maison. « Pourquoi n'avez-vous pas fui ?» me demanda une jeune infirmière à l'hôpital, après que la police m'eut enfin secouru ce jour-là à la pharmacie. Comment expliquer? Comment faire comprendre l'enchevêtrement complexe d'émotions qui me maintenait dans cette situation? La peur constante, certainement, mais aussi la honte profonde d'avoir élevé un fils ainsi, de ne pas pouvoir l'aider, d'être incapable de me défendre. Il y avait aussi la dépendance financière. Ma petite pension était gérée par lui. Je n'avais accès à aucune autre ressource. Et peut-être le plus difficile à admettre, il y avait l'amour. Malgré tout, c'était mon fils, l'enfant que j'avais porté dans mon ventre, à qui j'avais appris à marcher et à parler, que j'avais consolé après les cauchemars. « Ce n'est pas si simple, » répondis-je finalement à l'infirmière. Quand celui qui vous maltraite est votre propre fils, chaque agression s'accompagne non seulement de douleurs physiques, mais d'un cœur brisé. Dans les jours qui suivirent mon hospitalisation, je reçus la visite d'une assistante sociale appelée Sylvie, spécialisée dans les cas de violence envers les personnes âgées. Pour la première fois, je sentis que quelqu'un comprenait vraiment la complexité de ma situation, sans jugement hâtif. « Madame Geneviève, vous n'êtes pas seule, » me dit-elle, tenant gentiment ma main. « Il y a malheureusement beaucoup de cas comme le vôtre. La différence, c'est que vous avez réussi à vous échapper et que vous pouvez maintenant commencer une nouvelle vie. » Une nouvelle vie. Ces mots sonnaient étrangement pour moi. À 72 ans, après 8 années de maltraitance systématique, l'idée de recommencer semblait presque absurde. Que restait-il pour quelqu'un comme moi? Un corps marqué de cicatrices, un esprit hanté par les traumatismes et un cœur partagé entre le soulagement d'être enfin en sécurité et la douleur de savoir que mon propre fils était en prison pour m'avoir torturé. Ce fut Sylvie qui m'aida à comprendre ce qui allait suivre. Le processus judiciaire, mes droits, les options de logement temporaire pendant ma convalescence et les ressources disponibles pour les personnes âgées victimes de violences domestiques, des ressources dont j'ignorais l'existence pendant toutes ces années de souffrance silencieuse. C'est aussi grâce à elles que je découvris d'autres histoires semblables à la mienne. Des histoires qui me firent réaliser que la violence envers les personnes âgées, surtout quand elle est perpétrée par des proches, demeure une épidémie silencieuse dans notre société. Une épidémie nourrie par la honte des victimes, l'indifférence des voisins, le manque de formation des professionnels de santé et la pénurie de politiques publiques efficaces. Au milieu de ma récupération physique et émotionnelle, je reçus la visite du procureur Bernard Durand, spécialisé dans les crimes contre les personnes âgées. Il vint recueillir ma déposition à l'hôpital, enregistrant chaque détail de mon histoire d'horreur. « Votre cas est l'un des pires que j'ai vus, » admit-il après avoir écouté mon récit détaillé. « Mais je vous promets que nous rendrons justice. »
Avez-vous le courage de témoigner contre votre fils au tribunal ? Cette question me fit trembler. C'était une chose de raconter mon histoire ici, dans l'environnement sécurisé de l'hôpital. C'en était une toute autre d'affronter à nouveau Julien, de le regarder dans les yeux en exposant chaque sévice subi, chaque cicatrice sur mon corps, chaque traumatisme dans mon âme. J'ai peur, avouai-je honnêtement. Mais je suis aussi fatigué d'avoir peur, fatigué de me cacher, fatigué de protéger celui qui m'a détruite jour après jour. Maître Durand serra ma main ridée entre les siennes, ses yeux transmettant une compassion authentique. Votre témoignage peut non seulement garantir qu'il paie pour ce qu'il a fait, mais aussi inspirer d'autres victimes à briser le silence. Vous n'imaginez pas combien de personnes âgées souffrent en ce moment même, prisonnières de situations comme la vôtre, sans croire qu'il existe une issue. À cet instant, quelque chose changea en moi. Une petite flamme de détermination commença à brûler là où il n'y avait eu que désolation auparavant. Si ma souffrance pouvait, d'une manière ou d'une autre, aider à éviter que d'autres vivent la même chose, alors peut-être, juste peut-être, ces 8 années n'auraient pas été vaines. Je témoignerai, répondis-je finalement. Je raconterai tout. Dans les 3 mois qui suivirent de ma plainte, je vécus dans une réalité complètement nouvelle. Je fus transféré de l'hôpital vers un foyer d'accueil pour personnes âgées, victimes de violences. Un endroit dont j'ignorais totalement l'existence jusqu'alors. Là, pour la première fois en 8 ans, je pus dormir sans peur, sans avoir besoin de tendre l'oreille au bruit de pas dans le couloir ou à la porte qui s'entr'ouvre au milieu de la nuit. La maison Renaissance, comme on l'appelait, hébergeait 10 autres personnes aux histoires effroyablement similaires à la mienne. Un monsieur de 81 ans dont le neveu l'avait maintenu en captivité pour accéder à sa pension. Une dame de 75 ans battue régulièrement par son fils alcoolique. Un couple de retraités expulsés de leur propre maison par leur fille et leur gendre, contraints de vivre dans une chambrette au fond sans conditions décentes. Partager cet espace avec d'autres victimes fut profondément thérapeutique. Il y avait une compréhension mutuelle qui dispensait d'explications élaborées. Nous comprenions tous la honte, la peur, la culpabilité irrationnelle que nous portions, comme si d'une façon ou d'une autre, nous étions responsables des maltraitances que nous avions subies. Durant cette période, ma santé physique s'améliora graduellement. Les os fracturés furent correctement soignés, les infections chroniques reçurent les médicaments appropriés, ma dénutrition fut traitée avec un régime spécial et des compléments. Mon corps, qui avait été systématiquement détruit pendant 8 ans, commençait lentement son processus de guérison, bien que les médecins fussent clairs sur le fait que certaines séquelles seraient permanentes. Les multiples fractures aux côtes, spécialement celles qui n'ont jamais été traitées correctement, ont causé des déformations permanentes, m'expliqua le docteur Michel, médecin qui me suivait. Les fractures au poignet et à la cheville droite se sont aussi mal ressoudées, ce qui explique les douleurs chroniques et la limitation de mouvement que vous ressentez. Plus difficile, cependant, était la guérison émotionnelle. Les séances hebdomadaires avec des psychologues spécialisés dans les traumatismes m'aidèrent à commencer à digérer l'horreur que j'avais vécue. Le plus dur était de gérer les sentiments contradictoires envers Julien. Comment était-il possible que je ressente encore de l'amour et de l'inquiétude pour quelqu'un qui m'avait traité de façon si inhumaine? Comment concilier les souvenirs du fils aimant qu'il avait été avec le monstre qu'il était devenu? Si cette histoire vous touche au cœur, s'il vous plaît, partagez-la pour qu'elle atteigne plus de personnes. Beaucoup de personnes âgées souffrent en silence de situations de maltraitance et de manipulation. Votre pouce en l'air et votre partage peuvent aider à sauver de vraies vies. Il est parfaitement normal de ressentir ce conflit, m'expliqua la psychologue Dr Claire. Le lien entre mère et fils ne disparaît pas par magie, même face aux pires maltraitances. Reconnaître cela ne signifie pas justifier ce qu'il a fait ou diminuer la gravité des crimes commis contre vous. Pendant ce temps, l'affaire progressait juridiquement. Julien restait en détention préventive et le procureur Maître Durand
me rendait visite régulièrement pour me tenir informé et préparer mon témoignage. Ce fut lors d'une de ces visites qu'il apporta une nouvelle troublante. « Madame Geneviève, nous avons découvert quelque chose pendant l'enquête, dit-il avec une expression grave. Votre fils a souscrit une assurance vie à votre nom il y a 3 ans. Une assurance d'une valeur considérable, dont il est l'unique bénéficiaire. Cette révélation me frappa comme un coup de poing à l'estomac. L'implication était claire et terrifiante. Julien ne me maltraitait pas seulement pour de l'argent immédiat pour la drogue. Il avait aussi un plan à long terme qui se terminerait probablement par ma mort. Comment a-t-il pu faire cela sans que je le sache? Apparemment, il a falsifié votre signature sur divers documents. Nous avons aussi trouvé sur son ordinateur des recherches sur « mort de personnes âgées qui paraît naturelle ». Comment identifier un homicide versus une mort naturelle et d'autres termes également troublants. Cette découverte ajouta une nouvelle couche d'horreur à mon histoire. Il ne s'agissait pas seulement de 8 années de maltraitance déjà subies, mais de la perspective d'un dénouement encore plus sombre qui n'avait été évité que par hasard, mon courage désespéré ce jour-là à la pharmacie. À mesure que la date du procès approchait, mon anxiété augmentait. L'idée d'affronter à nouveau Julien, de revivre chaque moment traumatisant en détail devant des inconnus, me causait des cauchemars et des crises de panique. Cependant, avec le soutien continu de l'équipe psychologique et des amis que je m'étais fait à la Maison Renaissance, je réussis à rassembler mes forces pour affronter ce qui m'attendait. L'affaire avait gagné une attention considérable des médias ces dernières semaines. Une journaliste d'investigation, Isabelle Moreau, avait publié une série de reportages sur la maltraitance envers les personnes âgées, utilisant mon histoire, avec ma permission, et sans révéler mon visage ou mon nom complet, comme point de départ pour une discussion plus large sur cette épidémie silencieuse. Les chiffres sont alarmants, disait l'un de ces reportages. On estime que pour chaque cas dénoncé comme celui de Madame G, et il existe au moins 20 autres cas qui demeurent dans l'ombre, protégés par des murs de silence, de honte et de peur. Quand arriva finalement le jour du procès, le tribunal était bondé. Journalistes, étudiants en droit, représentants d'organisations de défense des personnes âgées et citoyens ordinaires, tous voulaient être témoins de l'affaire, qui était devenue symbole de la lutte contre la violence familiale envers les aînés. Sylvie et l'équipe de la Maison Renaissance occupaient le premier rang, comme elle l'avait promis. Force silencieuse qui me soutenait. Maître Durand, toujours professionnel mais visiblement engagé dans la cause, organisait ses notes, tandis que l'avocat désigné pour défendre Julien semblait mal à l'aise avec la tâche qui lui incombait. « Êtes-vous prête, Madame Geneviève ?» demanda Sylvie doucement, tandis que nous attendions le début de l'audience. « Prête ? Comment aurais-je pu être prête à exposer publiquement la plus grande humiliation de ma vie ? À regarder dans les yeux le fils qui m'avait torturée tout en gardant ma contenance. « Je suis vivante, » répondis-je. Et c'est déjà plus que ce que Julien avait prévu. Quand les gardiens l'amenèrent, je sentis une contraction dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec mes côtes mal guéries. Julien, mon fils unique, le bébé que j'avais bercé dans mes bras, le petit garçon qui m'apportait des fleurs cueillies au jardin, entra menotté, tête baissée, l'uniforme du système pénitentiaire contrastant grotesquement avec mes souvenirs de lui, en costume de remise de diplôme, de mariage, de moments heureux qui semblaient appartenir à une autre vie. Nos regards se croisèrent brièvement. Dans le sien, je vis quelque chose que je ne pus déchiffrer complètement. De la honte, de la colère, ou simplement le vide opaque des yeux d'un toxicomane privé de drogue. Le procès commença par les formalités habituelles. Le ministère public, représenté par Maître Durand, présenta l'affaire avec une précision clinique. Ce que nous verrons dans ce tribunal est le visage le plus cruel de la violence domestique. Un fils qui, profitant de la vulnérabilité de sa mère âgée, l'a soumise à 8 ans de torture systématique, d'appropriation financière et de séquestration.
un homme qui a transformé ce qui devait être un foyer en prison d'horreur pour celle qui lui a donné la vie. L'avocat de la défense, maître Roussel, présenta sa version. C'est un cas tragique, sans aucun doute, mais c'est aussi l'histoire d'un homme dominé par une addiction dévastatrice qui a complètement altéré sa personnalité et son discernement. Julien Dubois n'est pas un monstre calculateur, mais quelqu'un qui a perdu le contrôle de ses actes sous l'influence de substances chimiques qui séquestrent littéralement le cerveau. Puis vinrent les témoignages techniques. Le médecin légiste détailla méthodiquement chacune des 126 cicatrices documentées sur mon corps, projetant des photographies sur un grand écran qui firent détourner le regard à beaucoup dans le tribunal. L'experte financière expliqua comment Julien avait systématiquement vidé ma modeste pension, en plus de vendre graduellement tous les objets de valeur de la maison. Le policier qui avait répondu à l'appel ce jour fatidique décrivit la scène qu'il avait trouvée. Une personne âgée terrorisée, un fils agressif, un décor d'évidents sévices prolongés. Et puis vint mon tour. Avec l'aide de Sylvie, je me levai et marchai lentement jusqu'à la barre des témoins, m'appuyant sur ma canne, désormais compagne constante, à cause des multiples fractures aux jambes qui ne s'étaient jamais bien ressoudées. Je sentis le poids de tous les regards sur moi, certains compatissants, d'autres incrédules, tous intenses. Le juge, un homme d'environ 60 ans à l'expression sérieuse, mais non dénué d'humanité, s'inclina légèrement dans ma direction. « Madame Geneviève Dubois, pouvez-vous nous raconter dans vos propres mots ce que vous avez vécu ces dernières années ?» Je respirai profondément et commençai à parler. Ma voix, d'abord tremblante, gagna en fermeté au fur et à mesure que les mots coulaient. Je décrivis comment Julien était revenu chez moi après son divorce, comment les petits vols s'étaient transformés en contrôle financier total, comment les premières agressions avaient évolué vers une violence systématique. Je racontais les nuits enfermées dans ma chambre, pendant qu'il faisait des crises sous l'effet de la drogue, les jours sans nourriture correcte, parce que tout l'argent allait à son addiction, les innombrables visites dans différents hôpitaux pour éviter les soupçons. Il m'a cassé le poignet 3 fois au même endroit, rapportai-je, montrant la déformation évidente. Il disait que c'était pour que j'apprenne à ne pas lui cacher d'argent. La dernière fois, il a attaché ma main dans un tiroir avant de frapper avec le manche du balai jusqu'à entendre l'os se briser. Un murmure d'horreur parcourut le tribunal. Je vis des gens essuyer des larmes, d'autres avec des expressions de pur choc. Julien gardait la tête baissée, fixant ses mains menottées. « Pourquoi n'avez-vous pas cherché de l'aide plus tôt ?» demanda le juge, sa voix désormais plus douce. Au début, j'ai cru que c'était temporaire, qu'il traversait une période difficile après son divorce, que ça s'améliorerait bientôt, expliquai-je. Quand j'ai réalisé la gravité de la situation, j'étais déjà prise dans un cycle de peur et de contrôle. Il surveillait tous mes mouvements, m'accompagnait à toutes les consultations médicales, vérifiait tous mes appels téléphoniques. Les rares fois où j'ai tenté de demander de l'aide, les conséquences ont été sévères. Je touchais instinctivement une longue cicatrice au cou, partiellement visible au-dessus du col de mon chemisier. C'est sa réponse quand il a découvert que j'avais parlé à une assistante sociale, venue visiter notre immeuble. Il m'a menacé avec le couteau de cuisine, disant que la prochaine fois il finirait le travail. Le processus de témoignage fut épuisant et douloureux. 3 heures à revivre le cauchemar de ces 8 années. Le procureur fut bienveillant, mais minutieux, construisant méthodiquement le dossier. L'avocat de la défense, quant à lui, tenta de suggérer que je pourrais exagérer la fréquence et la sévérité des maltraitances, ou que peut-être je ne comprenais pas que Julien agissait sous l'influence de substances qui altéraient son comportement. « Madame Dubois, avez-vous des connaissances médicales pour affirmer que votre fils choisissait consciemment de vous faire du mal, plutôt que d'agir sous l'influence chimique qui nuisait à son discernement ?» Avant que le procureur puisse objecter, je répondis avec un calme qui me surprit. « Maître, je n'ai pas besoin de connaissances médicales pour savoir que, même les jours
où il n'était pas visiblement drogué, Julien planifiait méticuleusement comment prendre mon argent, comment cacher mes blessures aux étrangers, comment me menacer pour maintenir mon silence. Il n'est pas nécessaire d'être médecin pour comprendre la différence entre impulsivité et préméditation. L'avocat recula, réalisant que sa ligne de questionnement ne faisait que renforcer l'impression de lucidité et de crédibilité que je transmettais. C'est à ce moment que le procureur fit une demande inhabituelle au juge. « Monsieur le Président, avec la permission de la Cour et le consentement de la témoin, j'aimerais demander que Madame Geneviève puisse montrer directement au jury ce que seuls les médecins et experts ont vu jusqu'à présent. » Le juge me consulta du regard et j'acquiesçai légèrement. Avec l'aide de Sylvie, qui s'approcha pour me soutenir, je me levai de la barre des témoins. Lentement, avec des doigts encore raides des fractures mal consolidées, je commençai à déboutonner mon manteau puis le chemisier que je portais. Pas au point de m'exposer de manière gênante, mais suffisamment pour révéler ce qui restait habituellement caché sous les couches de vêtements, mon torse, mes bras et une partie de mon dos. Un silence de mort tomba sur le tribunal, suivi d'expressions audibles de choc. Les jurés portèrent leurs mains à leur bouche. Une femme dans l'assistance laissa échapper un sanglot. Même l'avocat de la défense semblait momentanément sans voix. Mon corps était une carte d'horreur, cicatrices de tout type, longues, courtes, certaines chirurgicales de réparation d'urgence, d'autres irrégulières de blessures non soignées, taches de brûlure, déformations où des os avaient été cassés à répétition, marques bleuâtres de lésions récentes encore en cours de cicatrisation. 126 cicatrices documentées, dit le procureur, brisant le silence. Chacune représentant un moment de terreur, chacune racontant l'histoire d'une mère qui a été traitée non comme un être humain méritant dignité et respect, mais comme un objet, une source d'argent pour alimenter une addiction, un obstacle à éliminer quand c'était pratique. Quand je me rhabillai et retournai à ma place, le juge retira ses lunettes et se frotta les yeux, visiblement ébranlé. En 30 ans de magistrature, dit-il, presque pour lui-même, j'ai rarement été témoin de preuves si accablantes et troublantes de cruauté délibérée. Le deuxième jour du procès, ce fut au tour de Julien de témoigner. Contrairement à ma posture ferme, il semblait diminuer, l'ombre de l'homme confiant et intimidant qui m'avait terrorisé pendant des années. Il parlait d'une voix basse, souvent inaudible, obligeant le juge à lui demander de répéter ses réponses. « Je ne me souviens pas de beaucoup de choses », prétendit-il, quand on l'interrogea sur des incidents spécifiques. « J'étais sous l'effet de drogue la plupart du temps. » Cependant, quand le procureur le pressa sur les schémas systématiques de comportement, les visites dans différents hôpitaux pour éviter les soupçons, les menaces élaborées pour garantir mon silence, l'assurance vie souscrite à mon insu, ces justifications commencèrent à s'effondrer. « Cela ne ressemble pas aux actions de quelqu'un sans discernement, monsieur Dubois, » insista le procureur. « Cela ressemble à des choix calculés et délibérés. » Julien finit par perdre son sang-froid. « Vous ne comprenez pas. J'avais besoin d'argent. Les dettes envers les dealers. Ils menaçant de me tuer. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ?»« N'importe quoi, sauf torturer votre propre mère pendant 8 ans, » répondit calmement le procureur. « N'importe quoi, sauf briser les os de celle qui vous a donné la vie. N'importe quoi, sauf planifier sa mort pour toucher une assurance. » Le troisième jour, après avoir entendu tous les témoins et toutes les preuves, le jury se retira pour délibérer. Il revint en moins de 3 heures, un délai étonnamment court pour une affaire si complexe, signalant la force probante des preuves. Le verdict fut unanime, coupable de tous les chefs d'accusation, agression grave continue, exploitation financière de personnes vulnérables, séquestration, torture, tentative d'homicide par négligence et préméditation via fraude à l'assurance. Une semaine plus tard, nous retournâmes au tribunal pour la sentence. Le juge, après des considérations détaillées et citations de jurisprudence, rendit sa décision. 32 ans de réclusion criminelle,
sans possibilité d'aménagement de peine pendant les 15 premières années, la peine la plus lourde jamais appliquée dans le pays pour un cas de maltraitance envers les personnes âgées. Ce tribunal envoie aujourd'hui un message sans équivoque, déclara le juge dans sa sentence. La maltraitance envers les personnes âgées ne sera pas traitée avec complaisance dans notre société. Ces personnes ont bâti nos communautés, élevé nos générations. Elles méritent de vieillir dans la dignité et la sécurité, non dans la terreur et la violence. Julien fut emmené par les gardiens sans se retourner, son expression vide, comme s'il ne comprenait pas encore complètement la réalité de sa situation. Je restai assise quelques instants après qu'il fut parti, des sentiments contradictoires se battant en moi. Soulagement d'être enfin en sécurité, tristesse pour la vie que mon fils avait gâchée, regret pour les années que je ne pourrais jamais récupérer. « Comment vous sentez-vous » demanda gentiment Sylvie en m'aidant à me lever. « Comme si un chapitre terrible venait de se terminer », répondis-je après avoir réfléchi un moment. « Mais je ne sais pas encore à quoi ressemblera le suivant. En quittant le tribunal ce jour-là, je fus surprise par un petit groupe de personnes âgées tenant des pancartes avec des messages de soutien. « Vous êtes notre héroïne », disait l'une d'elles. « Votre courage nous donne espoir », proclamait une autre. C'étaient des résidents d'un centre communautaire pour seniors qui avaient suivi mon affaire dans les médias et étaient venus exprimer leur solidarité. Une dame aux cheveux blancs, utilisant une canne comme moi, s'approcha timidement. « Mon fils me maltraite aussi », chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. « Après avoir vu votre histoire à la télévision, j'ai appelé ce numéro de signalement qu'ils ont mentionné. Ils vont m'aider la semaine prochaine. » Cette brève rencontre planta une graine qui grandirait dans les mois suivants. Peut-être que mon but, après avoir survécu à l'enfer, était d'aider d'autres à échapper à leur propre situation de maltraitance. Peut-être que ma voix, réduite au silence si longtemps, pouvait maintenant s'élever non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui vivaient encore prisonniers dans l'ombre de la peur. C'est avec cette idée qui germait que je retournai à la Maison Renaissance cet après-midi-là, non plus seulement comme une victime cherchant un refuge, mais comme quelqu'un commençant à entrevoir un nouveau chemin, un chemin où ma douleur pourrait, d'une manière ou d'une autre, se transformer en but. 1 an après le procès, ma vie s'était transformée de façon que je n'aurais jamais imaginée. Avec l'aide de Sylvie et de l'équipe de la Maison Renaissance, j'obtins un petit appartement adapté à mes nouvelles limitations physiques. Barre d'appui dans la salle de bain, rampes aux murs, meubles à la bonne hauteur pour quelqu'un qui dépendait maintenant d'une canne pour se déplacer. Ma santé physique se stabilisa dans ce que les médecins appelaient la nouvelle normalité. Douleurs chroniques que j'apprenais à gérer, limitation de mouvements qui exigeaient des adaptations quotidiennes, consultations régulières pour surveiller les dommages internes que des années d'agression avaient laissés dans mes organes. Le docteur Michel, qui continuait à me suivre, disait qu'il était impressionnant de voir comment mon corps démontrait sa résilience malgré tout. Les personnes âgées nous surprennent souvent par leur capacité de récupération, même après des traumatismes extrêmes, m'expliqua-t-il lors d'une consultation. Le corps humain a une extraordinaire capacité d'adaptation, surtout quand l'esprit trouve une motivation pour aller de l'avant. Et la motivation ne me manquait plus maintenant. Grâce à la journaliste Isabelle, qui avait couvert mon affaire, je fus invitée à participer à un documentaire sur la violence envers les personnes âgées. Initialement réticente, l'idée d'exposer mon histoire à un public encore plus large semblait effrayante. Je finis par accepter après avoir parlé avec d'autres résidents de la Maison Renaissance. « Si nous ne parlons pas, qui parlera pour nous ?» me dit M. Henry, l'un des seniors qui, comme moi, avait survécu à des années de maltraitance familiale. Notre âge ne nous rend pas invisibles ou moins dignes de protection. Le documentaire, intitulé « Cicatrices invisibles », fut d'abord projeté dans un festival de cinéma indépendant, puis sur des chaînes éducatives et finalement mis à disposition sur des plateformes de streaming. L'impact fut immédiat et surprenant. Je reçus des centaines de lettres et messages de personnes âgées dans des situations similaires, de familles inquiètes
qui avaient identifié des signes de maltraitance chez leurs proches, de professionnels de santé reconnaissants pour un matériel qui les aiderait à reconnaître des indices de violence souvent subtils. C'est à cette période que je rencontrai le docteur Philippe Martin, un député régional avec une longue carrière dans la défense des droits humains. Il regarda le documentaire et me contacta par l'intermédiaire d'Isabelle. Votre histoire est exactement ce dont nous avons besoin pour donner un visage humain à un projet de loi que nous essayons de faire adopter depuis des années, m'expliqua-t-il lors de notre première rencontre. Un projet qui renforcerait les protections légales pour les personnes âgées victimes de violences domestiques, élargirait les ressources pour les foyers d'accueil et établirait des protocoles plus rigoureux pour que les professionnels de santé identifient les signes de maltraitance. Le projet, qui traînait dans les couloirs bureaucratiques de l'Assemblée régionale, prit une nouvelle vie quand je devins sa porte-parole officieuse. Je fus invitée à participer à des audiences publiques, à donner des interviews, à raconter mon histoire à répétition, chaque fois douloureux, mais aussi chaque fois plus fortifiant. Je ne suis pas ici seulement pour la justice de ce que j'ai subi, expliquai-je lors de ces rencontres. Je suis ici pour toutes les personnes âgées qui en ce moment souffrent en silence, pensant qu'elles méritent les mauvais traitements, croyant qu'il n'y a pas d'issue, comme je l'ai cru si longtemps. Lors d'une de ces audiences, une scène inattendue se produisit. Une jeune femme d'environ 30 ans attendit patiemment dans la file pour me parler. Quand arriva enfin son tour, ses yeux étaient embués. « Je m'appelle Caroline », dit-elle d'une voix étranglée. « Je suis assistante sociale. Il y a 2 ans, j'ai rendu visite à une dame qui montrait des signes clairs de maltraitance. Mais quand je l'ai questionnée, elle a nié catégoriquement. Le fils était toujours présent, contrôlant la conversation. Malgré tout, j'ai laissé ma carte discrètement. Elle n'a jamais appelé. 2 mois plus tard, elle est décédée de complications d'une pneumonie non traitée correctement. » Caroline fit une pause, visiblement émue. « Après avoir vu votre documentaire, j'ai réalisé tous les signes que je n'avais pas su interpréter correctement à l'époque. Si j'avais insisté davantage, peut-être serait-elle encore vivante. Votre témoignage change ma façon de travailler, d'observer, de persister, même quand la victime semble ne pas vouloir d'aide. » Des histoires comme celle de Caroline commencèrent à arriver avec une fréquence croissante, démontrant l'impact concret que mon témoignage avait sur la pratique professionnelle des assistants sociaux, infirmiers, médecins et même policiers qui étaient maintenant plus attentifs aux signes subtils de maltraitance envers les personnes âgées. Parallèlement à cette nouvelle vie d'activiste accidentelle, je luttais encore contre mes propres batailles internes. Les cicatrices émotionnelles s'avéraient plus persistantes que les physiques. Cauchemars fréquents, moments de panique en entendant des sons qui me rappelaient les pas de Julien dans les couloirs, sursaut quand quelqu'un élevait la voix près de moi. Le traumatisme n'avait pas disparu simplement parce que sa source était maintenant derrière les barreaux. Si vous suivez cette histoire et vous souciez de la protection des droits des personnes âgées, laissez votre pouce levé et votre commentaire. Votre interaction aide à diffuser ce message important vers ceux qui en ont le plus besoin. Le traumatisme vit dans le corps, m'expliqua ma thérapeute, Dr Claire, avec qui je continuais des séances hebdomadaires. Même quand l'esprit rationnel sait qu'il est en sécurité, le corps garde la mémoire du danger. C'est un processus lent de reconnexion, de réapprendre à votre système nerveux que vous êtes maintenant protégé. Au milieu de ce processus de guérison personnelle et d'activisme public, je reçus une lettre qui ébranla ma stabilité émotionnelle récemment acquise. Elle venait de Julien, envoyé de prison. Pendant des jours, je laissais l'enveloppe fermée sur la table basse de mon petit salon. Je ne savais pas si je voulais ou si je devais lire ce qu'il avait à dire. Une partie de moi craignait que ce soit d'autres manipulations, d'autres tentatives de me faire sentir coupable. Une autre partie aspirait à quelque explication de l'inexplicable. Comment le fils que j'avais aimé avait-il pu se transformer en mon bourreau? Finalement, un matin particulièrement clair, quand je me sentis spécialement forte, j'ouvris la lettre. « Maman, je ne vais pas demander ton pardon,
parce que je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je ne vais pas non plus essayer de me justifier en disant que c'était la drogue qui agissait, pas moi. C'était moi. Même sous influence, c'était moi qui choisissais de te faire du mal jour après jour. Je suis dans un programme de réhabilitation ici en prison. C'est partie de la sentence, mais aussi un choix personnel. Je suis clean depuis 9 mois maintenant. La clarté qui vient avec la sobriété apporte avec elle un poids insupportable. Le poids complet de comprendre ce que je t'ai fait. Je t'ai vu à la télévision la semaine dernière, parlant à l'Assemblée régionale. Les autres détenus ont reconnu ma mère à la TV. Certains veulent me tuer pour ça. Ils disent que même les criminels ont un code et que les hommes qui font du mal à leur mère sont au niveau le plus bas. Peut-être ont-ils raison. Peut-être est-ce que je mérite leur haine et bien plus. Je voulais seulement que tu saches que, malgré tout, je suis fière de ce que tu fais maintenant, de comment tu utilises ta douleur pour aider les autres. Je n'attends pas de réponse. Je ne sais même pas si tu liras ceci. Je voulais juste que ces mots existent quelque part en dehors de ma tête. Julien. Je relus la lettre plusieurs fois, des sentiments conflictuels s'agitant dans ma poitrine. Il n'y avait pas de manipulation évidente là, aucune tentative de justifier l'injustifiable. Juste une confession brute, sans attente d'absolution. Je ne répondis pas. Je n'étais pas prête à rouvrir ce canal de communication. Peut-être un jour, quand les cicatrices, physiques et émotionnelles, ne feraient pas si mal. Pour l'instant, mon attention restait sur la reconstruction de ma vie et la transformation de mon expérience en quelque chose qui pourrait aider d'autres. 2 ans après le procès, le projet de loi avança finalement de manière significative à l'Assemblée régionale. La presse, qui suivait mon implication dans l'affaire, l'avait surnommée la loi Geneviève, un nom qui me mit initialement mal à l'aise, mais que je finis par accepter en réalisant qu'il personnalisait une cause qui semblait auparavant abstraite pour beaucoup de législateurs et citoyens. Nous avons besoin de visages et d'histoires réelles pour émouvoir les cœurs et changer les esprits, m'expliqua le député Philippe. Votre courage à exposer votre histoire fait plus pour la cause des personnes âgées vulnérables que des décennies de statistiques et rapports techniques. Pendant cette période, mon cercle social s'élargit de manières inattendues. Je nouais des amitiés avec d'autres survivants de maltraitance, avec des militants des droits humains, avec des professionnels qui travaillaient en première ligne dans la lutte contre la violence domestique. Je me rapprochais aussi d'anciens amis que j'avais éloignés pendant les années d'isolement forcé par Julien, voisins, anciens collègues de travail, membres de l'église que j'avais fréquentée pendant des décennies avant que mon fils m'empêche de sortir de chez moi. Pardonnez-moi de ne pas avoir insisté davantage quand vous avez disparu, me dit Madame Dubois, ma voisine de longue date, les larmes aux yeux. Je me doutais que quelque chose n'allait pas, mais Julien avait toujours une explication convaincante pour vos blessures, votre isolement. Et il semblait si serviable, si dévoué quand il était en public. Ne vous culpabilisez pas, répondis-je sincèrement. Les maltraitants comme Julien sont experts pour maintenir une face-façade de normalité. C'est une partie de ce qui rend la maltraitance des personnes âgées si insidieuse. Elle se passe à la maison, perpétrée par des gens que tout le monde voit comme des aidants dévoués. À mesure que ma voix se fortifiait, je commençais à recevoir des invitations pour parler lors de conférences, dans des formations pour professionnels de santé et de sécurité publique, dans des groupes communautaires de soutien aux personnes âgées. Malgré les difficultés physiques, les voyages étaient particulièrement éprouvants pour mon corps maltraité. J'en acceptais autant que possible, toujours avec le même objectif, transformer mon expérience traumatisante en connaissances qui pourraient protéger d'autres. Ce fut lors d'une de ces conférences, dans une école de service social, que je rencontrai Brigitte, une professeure universitaire spécialisée en gérontologie sociale. Après ma présentation, elle m'approcha avec une proposition inattendue. « Madame Geneviève, je développe un matériel de formation pour les professionnels qui travaillent avec les personnes âgées, assistants sociaux, infirmiers, aidants. J'aimerais vous inviter à être co-auteur, apportant votre perspective de survivante pour compléter l'approche académique. »
l'idée d'écrire un livre ne m'avait jamais traversé l'esprit. Mon éducation formelle s'était arrêtée au lycée. Et bien que j'ai toujours été une lectrice avide avant que Julien ne limite mon accès aux livres, je ne me voyais pas comme quelqu'un capable de produire du matériel éducatif. « Je n'ai pas la formation appropriée pour cela », protestai-je timidement. « Vous avez quelque chose de plus précieux que n'importe quel diplôme », répondit Brigitte. « Une expérience vécue, une connaissance de première main, une voix authentique qui peut parler avec autorité d'un sujet que la plupart des universitaires ne connaissent qu'à travers la théorie. » Ainsi naquit Signaux invisibles, identifier et répondre à la maltraitance des personnes âgées. Un manuel qui combinait la rigueur académique de Brigitte avec mes observations pratiques sur la façon dont la maltraitance se développe, comment les abuseurs manipulent tant les victimes que les observateurs externes, et comment les interventions peuvent être réalisées de manière efficace et compatissante. Le livre, publié initialement comme matériel éducatif pour universités et institutions de santé, finit par avoir une version commerciale en raison d'une demande inattendue. Il devint lecture obligatoire dans divers cours d'infirmerie, médecine gériatrique, service social et droit des personnes âgées. La notoriété croissante de mon histoire et mon activisme attirèrent finalement l'attention d'espaces politiques au-delà des frontières régionales. 3 ans après le procès de Julien, je fus invité à témoigner lors d'une audience publique à l'Assemblée nationale où une commission spéciale débattait du renforcement des lois de protection des personnes âgées. Le grand amphithéâtre de l'Assemblée, avec ses sièges imposants et ses technocrates en costume, m'intimida initialement. Mais quand vint mon tour de parler, la même force tranquille qui m'avait soutenu pendant le procès remonta à la surface. « Mesdames et messieurs les députés », commençai-je, ma voix ferme malgré l'émotion. « Je viens vers vous non seulement comme Geneviève Dubois, la personne âgée qui a survécu à 8 ans de torture aux mains de son propre fils, je viens comme représentante de milliers de seniors français qui en ce moment même souffrent en silence dans des situations similaires ou pire. Pendant près d'1 heure, je maintins l'hémicycle dans un silence absolu, en détaillant non seulement mon histoire personnelle, mais les défaillances systémiques qui permettent à la maltraitance des personnes âgées de prospérer. Le manque de formation adéquate pour que les professionnels identifient les signes de violence, la pénurie de foyers d'accueil spécifiques pour personnes âgées en situation de vulnérabilité, les lenteurs du système judiciaire pour traiter les affaires impliquant des personnes âgées, l'absence de protocoles spécifiques dans les commissariats pour gérer ce type de signalement. Quand j'ai montré mes 126 cicatrices au tribunal, conclus-je, je n'exposais pas seulement ma souffrance personnelle, je rendais visible un problème que notre société préfère garder caché, comme je gardais mes blessures sous des couches de vêtements. La maltraitance des personnes âgées prospère dans l'ombre, dans le silence, dans la honte. Il est temps de la mettre en lumière, de la nommer, de l'affronter avec des politiques publiques robustes et un financement adéquat. La séance se termina par quelque chose de rare dans ces couloirs du pouvoir. Une ovation debout, unanime, transcendant les divisions partisanes. Des députés de différents bords politiques s'engagèrent publiquement à incorporer les suggestions basées sur la loi Geneviève, régionale, dans la législation nationale. De retour dans ma région, je continuais à partager mon temps entre l'activisme public et ma guérison personnelle continue. Cette dualité était parfois épuisante, être symbole de résistance et de force pour le public, tout en luttant encore privément contre les cauchemars, les crises d'anxiété et les douleurs chroniques que les médicaments ne faisaient qu'atténuer. « Comment faites-vous » me demanda un jour une jeune étudiante après une conférence. « Comment trouvez-vous la force de revivre votre traumatisme à répétition en partageant votre histoire ?» Cette question me fit réfléchir. Chaque fois que je raconte mon histoire, elle devient un peu moins mienne et un peu plus un outil de changement, répondis-je après un moment de réflexion. La douleur ne disparaît pas, mais elle acquiert un but, et un but rend n'importe quel fardeau plus supportable. La 4e année après le procès, une autre lettre inattendue arriva. Cette fois non de la prison,
mais de l'Élysée. La version nationale de la loi Geneviève, officiellement appelée Loi de protection intégrale des personnes âgées en situation de violence, avait été adoptée au Parlement et j'étais invitée à la cérémonie de promulgation présidentielle. Pour cette occasion spéciale, Sylvie, qui continuait d'être non seulement mon assistante sociale, mais une amie proche, m'aida à choisir une robe formelle qui soit appropriée, tout en me permettant de me déplacer confortablement avec ma canne. À 76 ans, avec des cheveux complètement blancs que je portais maintenant avec fierté, au lieu de les cacher comme Julien m'y obligeait, je me sentis étrangement majestueuse dans ma tenue simple mais élégante. La cérémonie fut retransmise en direct à la télévision nationale. À mes côtés sur l'estrade se trouvaient d'autres figures importantes de la lutte pour les droits des personnes âgées, gériatres renommés, chercheurs en gérontologie sociale, représentants d'organisations non gouvernementales. Mais ce fut moi que le président invita à rester à ses côtés au moment de la signature. Cette loi, déclara-t-il dans son discours, ne serait pas réalité sans le courage extraordinaire de Madame Geneviève Dubois, qui a transformé une expérience de violence inimaginable en force motrice de changements sociaux et législatifs. Ces cicatrices visibles nous rappellent les cicatrices invisibles que des milliers de personnes âgées portent en silence dans notre pays. Quand on me donna la parole, je regardais cette mer de visages attentifs, politiques, journalistes, activistes, et pendant un bref instant, je sentis le poids complet du voyage que j'avais parcouru depuis ce jour désespéré à la pharmacie. Cette loi n'efface pas mes cicatrices, dis-je d'une voix claire qui me surprit moi-même. Elle ne retire pas une seule des 126 marques sur mon corps. Elle n'annule pas les 8 années de terreur que j'ai vécues, mais elle signifie que d'autres personnes âgées auront des protections que je n'ai pas eues, que d'autres victimes n'auront pas besoin d'endurer des années de maltraitance avant d'être enfin entendues et protégées. Je fis une pause, sentant l'émotion du moment. Quand j'ai montré mes cicatrices au tribunal, je n'imaginais pas que cet acte privé de courage se transformerait un jour en politique publique qui protégeront des millions de personnes. S'il y a un message que j'aimerais laisser aujourd'hui, c'est celui-ci. Aucun âge ne nous rend moins méritants de dignité et de sécurité. Et aucune souffrance n'est vaine quand nous la transformons en but. L'impact de la cérémonie, et plus important, de la nouvelle législation, fut immédiat. Des ressources furent allouées pour créer plus de foyers-refuges spécialisés pour personnes âgées, comme la Maison Renaissance, qui m'avait accueilli. Des programmes de formation basés sur le livre que j'avais développé avec Brigitte furent mis en place dans les hôpitaux publics. Une ligne téléphonique nationale exclusive pour les signalements de maltraitance envers les personnes âgées fut établie avec des protocoles spécifiques d'accueil et d'orientation. Au milieu de ce tourbillon de changements positifs, je reçus un appel téléphonique de la prison. C'était l'aumônier de l'établissement où Julien purgeait sa peine. « Madame Geneviève, dit-il d'une voix solennelle, je regrette de vous informer que votre fils est très malade, cancer à un stade avancé. Les médecins ne lui donnent plus que quelques mois à vivre. Il a demandé à vous voir. » Cette nouvelle me frappa comme un coup de foudre. 5 années s'étaient écoulées depuis le procès. 5 années sans aucun contact direct avec Julien, hormis cette unique lettre. 5 années à construire une nouvelle vie, trouvant un nouveau but, apprenant à vivre avec les cicatrices physiques et émotionnelles qu'il avait laissées en moi. Il regrette vraiment, continua l'aumônier. Il a participé activement au programme de réhabilitation, a aidé d'autres détenus à affronter leurs addictions. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais il aimerait vraiment avoir une chance de faire ses adieux. Je passais des jours à réfléchir sur cette demande, en discutant avec ma thérapeute et mes amis proches. Les opinions étaient partagées. Certains craignaient que cette rencontre nous rouvre des blessures profondes que j'avais tant travaillé à cicatriser. D'autres suggéraient que cela pourrait apporter une conclusion dont j'avais peut-être besoin, même sans le savoir. « Que sentez-vous que vous devez faire ?» me demanda Sylvie quand nous parlâmes de ce sujet. Non pas ce que vous pensez devoir faire ou ce que les autres attendent que vous fassiez,
Que dit votre cœur ?» Après mûre réflexion, je décidai de rendre visite à Julien. Pas pour lui, mais pour moi. Pour boucler un cycle, pour regarder dans les yeux l'homme qui avait failli me détruire et lui montrer que non seulement j'avais survécu, mais que j'avais fleuri malgré tout ce qu'il avait fait. La prison était un endroit froid, pas seulement en température. Julien était à l'infirmerie, visiblement consumé par la maladie. À 47 ans, il en paraissait 70, son corps amaigri et jaunâtre, relié à des tubes et moniteurs. L'ombre de l'homme robuste et intimidant qui avait été mon bourreau quotidien. « Maman », dit-il d'une voix faible quand je m'approchai, m'appuyant sur ma canne. « Merci d'être venu. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez. »« Moi non plus », répondis-je honnêtement, m'asseyant sur la chaise près du lit. Nous restâmes silencieux quelques instants, le poids de notre histoire partagée planant entre nous comme une présence physique. « Je vous ai vu à la télévision, » dit-il finalement, brisant le silence. « À la cérémonie de signature de la loi. Vous étiez magnifique. » J'acquiesçai légèrement, ne sachant pas exactement comment répondre. « C'est ironique, n'est-ce pas ?» continua-t-il. « Qu'à travers le pire que j'ai fait, vous ayez trouvé le meilleur en vous-même, que ma cruauté ait, d'une façon tordue, mené à quelque chose qui aidera tant de gens. »« Ce n'est pas votre cruauté qui a causé cela, » répondis-je fermement. « C'était ma résilience, ma force, mon refus de laisser ce que vous avez fait être la fin de mon histoire. » Il acquiesça lentement, acceptant la correction. « Vous avez raison, comme toujours. » Un autre silence s'installa, moins tendu maintenant. « Je suis en train de mourir, » dit-il finalement, énonçant l'évidence. « Les médecins disent que c'est une question de semaines, peut-être un mois ou deux. La chimiothérapie ne fonctionne pas. »« Je suis désolé, » répondis-je, et je réalisai avec surprise que je le pensais vraiment, pas pour le monstre qu'il était devenu, mais pour le fils qu'il avait été, pour l'homme qu'il aurait pu être s'il avait fait des choix différents. « Je ne le suis pas, » avoua-t-il avec un sourire triste. « Cela semble approprié. Un cancer qui consume mon corps, comme l'addiction et la violence ont consumé mon humanité. Une fin juste pour quelqu'un qui a causé tant de souffrance. » Sa franchise me désarma. Il n'y avait pas de manipulation là, aucune tentative d'éveiller la pitié ou l'absolution. Juste l'acceptation brute d'une réalité qu'il semblait enfin comprendre pleinement. « Savez-vous ce qui est le plus difficile d'être sobre en prison ?» me demanda-t-il, sa respiration de plus en plus laborieuse. « C'est de se souvenir de chaque chose horrible que j'ai faite avec une clarté totale, chaque os que j'ai cassé, chaque cri que j'ai ignoré, chaque moment où j'ai vu la peur dans vos yeux, et j'ai continué quand même. » Des larmes commencèrent à couler sur son visage émacié. Je ne fis aucun geste pour le réconforter. Certaines distances ne peuvent, ni ne doivent, être franchies facilement. « Je ne demande pas votre pardon, » continua-t-il. « Je sais que ce que j'ai fait va au-delà. Je voulais juste que vous sachiez que je comprends maintenant. Je comprends complètement le monstre que je suis devenu, et je comprends le miracle que vous ayez survécu non seulement physiquement, mais avec votre âme intacte, avec votre capacité de compassion préservée, même après tout. » Tandis que je l'observais, si diminué dans le lit d'hôpital, je sentis quelque chose se briser en moi, pas de façon douloureuse, mais libératrice, comme si un dernier lien avec le passé se défaisait enfin. « Je ne sais pas si je pourrai jamais vous pardonner complètement, Julien, » dis-je avec honnêteté. « Mais je ne porte plus de haine. Ce serait comme continuer à boire du poison en espérant que vous mouriez. Ce que je porte maintenant, c'est un but, pas de la colère. » Il acquiesça, semblant comprendre parfaitement. « C'est tout ce que je peux demander, » répondit-il simplement. Nous restâmes silencieux encore quelques minutes, le seul son étant le bip régulier des moniteurs et sa respiration difficile. Ce n'était pas un silence confortable,
mais il n'était pas non plus chargé de l'attention que j'avais attendue. Quand je me levai pour partir, il parla une dernière fois. « Maman, merci. Pas d'être venue aujourd'hui, mais d'avoir transformé tout cela en quelque chose de significatif. De n'avoir pas laissé ma méchanceté être le dernier mot. Je sortis de la prison ce jour-là en me sentant étrangement légère, comme si j'avais déposé un fardeau dont je ne savais même pas que je le portais encore. Ce n'était pas le pardon au sens traditionnel, c'était quelque chose de plus complexe, une forme de paix qui n'effaçait pas le passé, mais me permettait de marcher vers l'avenir sans qu'il pèse autant à chaque pas. Julien mourut 3 semaines plus tard. J'organisais des funérailles simples, accompagné seulement de Sylvie et quelques amis proches de la fondation que j'avais commencée. Il n'y avait pas d'hypocrisie là, aucune glorification posthume de quelqu'un qui avait causé tant de mal. Juste une reconnaissance silencieuse d'une vie gâchée par de terribles choix et une prière pour la paix qu'il n'avait jamais trouvée de son vivant. Au 6e anniversaire de ce jour fatidique à la pharmacie, quand j'avais finalement trouvé le courage de demander de l'aide, la Fondation Voix d'Argent, organisation que j'avais fondée pour soutenir les personnes âgées en situation de vulnérabilité, avait déjà aidé plus de 1000 personnes. Commençant comme un petit groupe de soutien à la Maison Renaissance, elle avait grandi pour devenir une institution respectée nationalement, avec des lignes d'assistance téléphonique, des refuges temporaires et des équipes multidisciplinaires formées pour identifier et répondre aux cas de maltraitance. Quand imaginiez-vous que ce petit bout de papier remis aux pharmaciens se transformerait en tout cela ? Me demanda une journaliste pendant la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la Fondation. Je ne l'ai jamais imaginé, répondis-je honnêtement. À ce moment-là, je pensais juste à survivre un jour de plus. C'est extraordinaire comme un seul acte de courage, si petit puisse-t-il paraître, peut déclencher des changements que nous n'aurions jamais pu prévoir. 7 ans après cette demande désespérée de secours à la pharmacie, je reçus une invitation que je n'aurais jamais pu imaginer. Participer comme conférencière principale à une conférence internationale sur les droits des personnes âgées à Genève, en Suisse. Moi, Geneviève Dubois, une simple retraitée qui avait à peine quitté le pays, j'étais maintenant reconnue comme une voix mondiale dans la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Vous n'êtes pas obligé d'accepter si vous ne vous sentez pas à l'aise, me dit Brigitte, qui continuait d'être ma partenaire académique et amie proche. Les voyages internationaux sont fatigants, même pour des personnes sans vos limitations physiques. Je vais accepter, répondis-je sans hésitation. Si ma voix peut faire la différence au-delà des frontières de notre pays, alors je dois l'utiliser. Les préparatifs pour le voyage furent complexes. Mon corps, à 79 ans et après tant de traumatismes, exigeait des soins spéciaux. Des consultations supplémentaires furent déprogrammées, les médicaments ajustés et même des séances spéciales de kinésithérapie pour me préparer au long vol. Diane, une infirmière de la Fondation Voix d'Argent, m'accompagnerait pendant tout le voyage pour assurer mon bien-être. La veille du départ, je fus surprise par une petite fête d'adieu organisée par l'équipe de la Fondation et les personnes âgées que nous avions aidées au fil des ans. Entre gâteaux faits maison et décorations simples mais colorées, j'entendis des témoignages émouvants de personnes dont les vies avaient été transformées par le travail que nous avions initié. Avant de connaître Madame Geneviève et la Fondation, je pensais que je méritais les mauvais traitements de ma fille, confessa Monsieur Georges, un monsieur de 84 ans que nous avions accueilli 6 mois auparavant. Maintenant, je sais que personne, peu importe l'âge, ne mérite de vivre dans la peur et l'humiliation. Le voyage fut épuisant, comme attendu, mais aussi revigorant d'une façon que je n'avais pas anticipée. Il y avait quelque chose de profondément symbolique à traverser un océan, à aller littéralement au-delà des limites qui m'avaient un jour confiné à une existence de maltraitance et d'isolement. Chaque kilomètre que l'avion parcourait semblait représenter un autre pas dans mon voyage personnel de libération. Genève nous accueillit avec un climat doux de printemps. La conférence se déroulerait au siège européen des Nations Unies, dans un imposant auditorium entouré de drapeaux de pays du monde entier. L'événement réunissait des experts mondiaux en gérontologie,
droits humains, formulation de politiques publiques et professionnelles de santé, tous focalisés sur la protection et la promotion de la dignité dans la vieillesse. Le matin de l'ouverture, tandis que Diane m'aidait à me préparer dans la chambre d'hôtel, je sentis une vague de nervosité. Et si mon français avec traduction simultanée n'est pas suffisant pour transmettre l'urgence de notre cause, m'inquiétais-je. Et si mon histoire semble petite ou sans importance dans un contexte si global? Votre histoire transcende les langues et les frontières, me rassura Diane en ajustant mon collier de perles, un cadeau de l'équipe de la Fondation pour l'occasion. La douleur, la résilience et la transformation sont universelles. Quand arriva le moment de ma conférence, l'auditorium était bondé. Des représentants de plus de 60 pays attendirent d'entendre la Française âgée qui avait transformé ses cicatrices en révolution pour les droits des personnes âgées. Appuyé sur ma canne inséparable, je marchai lentement jusqu'à la scène. Le silence respectueux qui tomba sur l'assistance me donna du courage. Regardant cette mère de visage attentif, je commençai à parler, ma voix amplifiée par les micros et traduite simultanément en 6 langues différentes. Je m'appelle Geneviève Dubois, commençai-je avec la simplicité qui avait toujours marqué mes prises de parole publiques. Il y a 7 ans, je vivais un enfer particulier dans ma propre maison. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non comme victime, mais comme survivante et comme voix pour ceux qui ne peuvent encore parler. Pendant l'heure suivante, je partageais non seulement mon histoire personnelle de maltraitance et de survie, mais le voyage collectif que nous avions entrepris en France, la création de la loi Geneviève, l'établissement de la Fondation Voix d'Argent, les programmes de formation pour professionnels, les campagnes de sensibilisation publique, les foyers d'accueil spécialisés. La maltraitance des personnes âgées est une pandémie silencieuse qui traverse culture, classe sociale et système politique, continuai-je. Dans chaque pays représenté dans cet auditorium, il y a des personnes âgées qui souffrent en ce moment même. Certaines avec des marques visibles comme les miennes, d'autres avec des cicatrices invisibles mais également profondes. J'abordais aussi les facteurs structurels qui contribuent à la vulnérabilité des personnes âgées, l'agisme enraciné dans les sociétés modernes, l'invisibilité sociale des plus âgés, la dévalorisation de l'expérience au profit de la jeunesse, l'isolement croissant du troisième âge, le manque de préparation adéquate pour faire face au vieillissement démographique accéléré. Dans beaucoup de cultures, vieillir était vu comme un processus d'acquisition de sagesse, de devenir une ressource précieuse pour la communauté, dis-je, notant des têtes acquiescent dans l'auditorium. Aujourd'hui, dans des sociétés obsédées par la jeunesse et la productivité économique, beaucoup de personnes âgées sont vues comme des fardeaux financiers, émotionnels, sociaux. Je fis une pause, regardant directement les personnes devant moi. Mais vieillir est un privilège refusé à beaucoup. Et ceux qui atteignent la vieillesse portent avec eux non seulement des rides et des cheveux blancs, mais des expériences, des connaissances et des perspectives irremplaçables. Quand nous permettons que nos aînés soient maltraités, négligés ou, comme dans mon cas, littéralement torturés, nous perdons non seulement des individus précieux, mais des fragments entiers de notre mémoire collective, de notre humanité partagée. En concluant ma présentation, je partageais ce que j'avais appris sur la transformation personnelle et collective. Quand j'ai montré mes 126 cicatrices dans ce tribunal il y a des années, je n'exposais pas seulement ma souffrance personnelle. Je rendais visible une épidémie que beaucoup de sociétés préfèrent garder cachée, comme je gardais mes blessures sous des couches de vêtements. Aujourd'hui, j'invite chacun de vous à me rejoindre dans cet acte de révélation courageuse, d'apporter à la lumière ce qui a été maintenu dans l'ombre trop longtemps. La réponse fut une ovation debout qui dura plusieurs minutes. Je vis des larmes sur beaucoup de visages, y compris de diplomates et officiels qui semblaient profondément touchés par un témoignage qui transcendait les barrières culturelles et linguistiques. Dans les jours qui suivirent, des délégations de 12 pays différents demandèrent des réunions pour discuter de l'implémentation de lois similaires à la loi Geneviève
dans leur territoire. Une organisation internationale offrit un financement substantiel pour étendre le modèle de la Fondation Voix d'Argent à d'autres pays européens. 3 universités européennes m'invitèrent pour des programmes d'échange où des professionnels français pourraient partager notre méthodologie d'identification et d'intervention dans les cas de maltraitance envers les personnes âgées. Vous êtes devenu un phénomène mondial, commenta avec admiration l'ambassadeur français en Suisse lors d'une réception officielle. Votre nom est mentionné dans les couloirs des Nations Unies comme exemple de comment une voix individuelle peut catalyser des changements systémiques. Je remercie de cœur chacun qui a suivi mon histoire jusqu'à la fin. Si vous connaissez quelqu'un en situation vulnérable ou avez été touché par ce récit, s'il vous plaît, partagez et aidez à diffuser ce message. Ensemble, nous pouvons protéger nos aînés et transformer les tragédies en but. Laissez votre pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans cette mission vitale. En retournant en France, je fus accueilli à l'aéroport par une petite foule, membres de la Fondation, personnes âgées que nous avions aidées, journalistes et même quelques autorités. Des pancartes de bienvenue et des fleurs furent remises à l'ambassadrice mondiale des droits des personnes âgées, comme m'avait surnommé un journal local. L'impact international de la conférence apporta une nouvelle visibilité à notre cause dans notre propre pays. Les invitations pour des conférences se multiplièrent. Des ressources supplémentaires furent allouées à l'implémentation complète de la loi Geneviève et le thème de la maltraitance des personnes âgées commençait enfin à recevoir l'attention médiatique et politique qu'il méritait. Au milieu de ce tourbillon d'activités et de reconnaissance, une nouvelle inattendue arriva par Pierre, le pharmacien qui avait répondu à ma demande de secours tant d'années auparavant et qui était maintenant un collaborateur occasionnel de la Fondation. « Madame Geneviève, dit-il lors d'une de nos réunions mensuelles, vous souvenez-vous de Madame Rose, cette cliente âgée qui était à la pharmacie le jour où vous avez remis le billet demandant de l'aide ?» J'acquiesçais vaguement. La mémoire de ce jour traumatisant restait vive dans beaucoup d'aspects, mais les détails sur d'autres personnes présentes étaient moi devenus flous avec le temps. « Elle est décédée la semaine dernière, à 92 ans, continua Pierre. Mais elle a laissé quelque chose pour vous. Sa fille est venue à la pharmacie me remettre ceci, disant que sa mère l'avait gardée toutes ces années. » Il tendit une enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite et une petite coupure de journal, datée de quelques jours après mon sauvetage, relatant brièvement le cas d'une personne âgée secourue d'une situation de violence domestique. La lettre disait « Chère Madame Geneviève, vous ne me connaissez pas vraiment, mais j'étais présente au moment qui a changé votre vie, et sans le savoir, aussi la mienne. J'étais à la pharmacie ce matin-là, quand je vous ai vu remettre discrètement un papier au jeune pharmacien. J'ai remarqué votre peur, les hématomes que vous tentiez de cacher sous des vêtements inadéquats pour le climat, la façon dont votre fils vous surveillait. Je me suis vue reflétée dans vos yeux effrayés. Pendant 3 décennies, j'ai subi des maltraitances similaires de la part de mon mari. Quand il est décédé, j'ai pensé qu'il était trop tard pour reconstruire ma vie. J'étais résignée à porter mes cicatrices en silence jusqu'à la tombe. Mais être témoin de votre courage ce matin-là a planté une graine en moi. Si vous, à 72 ans, avez trouvé la force de demander de l'aide, pourquoi ne pourrais-je pas, à 85 ans, chercher la guérison? J'ai commencé une thérapie. Je me suis réconciliée avec mes enfants, dont je m'étais éloignée par honte et manipulation de mon défunt mari. Ces 7 dernières années, j'ai vécu plus pleinement que dans les 3 décennies précédentes. J'ai suivi votre parcours dans les journaux et à la télévision. J'ai vu chaque victoire, chaque loi adoptée, chaque vie transformée. Je veux que vous sachiez que, pour chaque histoire publique comme la vôtre, il y a des milliers d'histoires silencieuses comme la mienne, de personnes qui ont trouvé du courage en observant votre lumière. Quand je partirai, je demande à ma fille de vous remettre cette lettre. Non pour que vous receviez un fardeau supplémentaire de gratitude, mais pour que vous sachiez que le bien que nous faisons dans le monde se répand en vagues que nous ne pouvons pas toujours voir. Avec profond respect et admiration,
Rose Martinez. Des larmes coulaient librement sur mon visage, tandis que je lisais et relisais ces mots. C'était une perspective que je n'avais jamais considérée. Que même avant de devenir activiste, même dans le moment le plus vulnérable et désespéré de ma vie, mon simple acte de demander de l'aide avait pu inspirer une autre personne à chercher son propre salut. Cette lettre fut un cadeau précieux qui me rappela quelque chose de fondamental. Nous ne savons jamais complètement l'impact de nos actions dans le monde. De petits gestes de courage peuvent résonner dans des endroits que nous n'imaginons jamais, touchant des vies dont nous ignorons l'existence. Dans les mois qui suivirent la conférence internationale, je travaillais avec une vigueur renouvelée. Malgré les limitations physiques qui augmentaient avec l'âge, à 69 ans, mon corps portait non seulement les cicatrices de la maltraitance, mais aussi l'usure naturelle du temps. Je trouvais de l'énergie pour de nouveaux projets, de nouveaux partenariats, de nouvelles façons d'élargir la portée de notre message. Un de ces projets fut particulièrement significatif: la création d'un programme éducatif pour les écoles sur le respect des personnes âgées et la reconnaissance des signes de maltraitance. Appelé « Ponts entre générations », le programme connectait les étudiants avec des personnes âgées de la communauté à travers des interviews, des projets artistiques conjoints et du mentorat. Nous devons cultiver le respect de la vieillesse dès le plus jeune âge, expliquai-je, quand nous présentâmes le projet au ministère de l'Éducation. La maltraitance des personnes âgées prospère dans des sociétés où le troisième âge est dévalorisé et rendu invisible. Changer cette perspective culturelle est un travail de génération. Le programme pilote fut implémenté dans des écoles de 5 régions avec des résultats étonnamment positifs. Les enseignants rapportaient des changements perceptibles dans les attitudes des élèves, non seulement envers des personnes âgées inconnues, mais aussi envers leurs propres grands-parents et membres de familles plus âgés. Certains étudiants identifièrent même et dénoncèrent des situations de maltraitance dans leur propre famille, après avoir appris à reconnaître les signes. À la maison, ma vie personnelle gagna une nouvelle dimension avec l'arrivée de Luna, une chatte rescapée que Sylvie insista pour que j'adopte. Les animaux de compagnie font des merveilles pour la santé physique et émotionnelle des personnes âgées, argumenta-t-elle, me présentant la petite boule de poils gris aux yeux ambrés pénétrants. En plus, vous passez trop de temps seul dans cet appartement quand vous n'êtes pas à la fondation. Luna devint rapidement ma compagne constante, dormant au pied de mon lit, m'accompagnant sur la terrasse pendant mes lectures vespérales, m'accueillant avec enthousiasme quand je revenais de voyage. Sa présence apporta une routine de soins réciproques qui me faisait du bien après tant d'années où prendre soin de moi-même avait été impossible ou secondaire. Au 8e anniversaire de ma libération, la Fondation Voix d'Argent organisa un événement spécial. Non pour célébrer le traumatisme, évidemment, mais pour marquer la distance parcourue depuis et honorer toutes les vies transformées le long de ce voyage. L'événement eut lieu dans un théâtre municipal prêté par la mairie. Et à ma surprise, il était complètement plein. Personnes âgées secourues par la Fondation, bénévoles, professionnels de santé et d'assistance sociale, législateurs qui avaient soutenu la loi Geneviève, étudiants et professeurs du programme Ponts entre générations, toute une communauté réunie par le but commun de protéger la dignité dans la vieillesse. Pendant la cérémonie, des données concrètes furent présentées sur l'impact de notre travail. Réduction de 32% des cas rapportés de violence envers les personnes âgées dans les régions où la Fondation agissait le plus intensément. Plus de 3000 personnes âgées directement bénéficiaires de nos programmes d'accueil, réintégration familiale et soutien juridique. 27 000 professionnels formés pour identifier et répondre adéquatement aux signes de maltraitance. Implémentation du protocole Geneviève dans 342 hôpitaux et unités de santé dans le pays. Quand vint mon tour de parler, je me levai lentement, appuyé sur ma canne, maintenant décorée de rubans colorés par des enfants du programme scolaire. Je regardais cette assistance diverse et fus prise d'une émotion presque indescriptible. Gratitude profonde mélangée à un sentiment d'accomplissement. Il y a 8 ans, commençai-je. J'étais prisonnière dans ma propre maison,
une femme brisée, littéralement et métaphoriquement, qui avait perdu l'espoir que sa vie puisse être différente. Aujourd'hui, je regarde vous tous et je vois le vrai miracle qui a émergé de ces circonstances terribles. Je fis une pause, laissant les larmes qui coulaient maintenant librement sur mon visage trouver leur propre chemin. Il n'y avait plus de honte à montrer de l'émotion, à être vulnérable devant les autres. Le vrai miracle n'était pas seulement que j'ai survécu aux maltraitances, ou même que j'ai trouvé la force de dénoncer. Le vrai miracle est dans cette salle, dans cette communauté que nous avons construite ensemble, dans ce réseau de protection et de soins qui s'étend chaque jour davantage. Pendant quelques instants, je me permis de revivre mentalement le voyage depuis ce jour à la pharmacie, la peur paralysante en écrivant la demande de secours, la terreur de rentrer à la maison, sachant ce qui m'attendait si Julien découvrait, la libération quand les policiers arrivèrent enfin, le choc sur les visages des médecins en documentant les 126 cicatrices sur mon corps, le silence de mort au tribunal quand je révélais ces mêmes cicatrices, la force que je trouvais en réalisant que ma voix pourrait protéger d'autres, les innombrables mains qui se tendirent pour m'aider à reconstruire non seulement ma vie, mais tout un système de protection des personnes âgées. Il n'existe pas de méchants unidimensionnels, ni de héros parfaits dans les vraies histoires, continuai-je, pensant à Julien, à sa vie gâchée, à sa mort solitaire. Ce qui existe, ce sont des choix, quotidiens, continus, parfois petits, parfois monumentaux. Des choix qui nous rapprochent ou nous éloignent de notre humanité essentielle. Je regardais les visages attentifs devant moi, spécialement les personnes âgées qui, comme moi, portèrent leurs propres cicatrices visibles et invisibles. S'il y a un message que j'aimerais laisser à chaque personne qui a déjà souffert ou souffre encore de maltraitance, c'est celui-ci. Vous ne méritez pas ce qui vous arrive. Ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas seul. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour recommencer, pour guérir, pour transformer votre douleur en but. L'ovation qui suivit fut chaleureuse et prolongée. Des gens de tous âges se levèrent, beaucoup avec des larmes aux yeux. Ce n'était pas seulement des applaudissements pour moi, je m'en rendis compte, mais une célébration collective de résilience, de possibilités, d'une société qui commençait lentement à voir ses membres les plus âgés avec de nouveaux yeux. Aujourd'hui, à 80 ans, je porte encore les marques physiques de 8 années de torture. Os qui ne se sont jamais ressoudés correctement, douleurs chroniques qui sont mes compagnes constantes, cicatrices qui tracent une histoire qui ne disparaîtra jamais complètement. Mon corps se contracte encore instinctivement aux mouvements brusques proches, et parfois, je me réveille de cauchemars qui me ramènent temporairement à cet appartement d'horreur. Mais ces séquelles ne définissent pas mon existence. Elles ne sont que des parties d'une histoire beaucoup plus grande, une histoire de comment, parfois, nous devons toucher le fond pour découvrir notre vraie force. Comment, parfois, les pires expériences peuvent nous conduire à nos buts les plus significatifs. Comment, parfois, nos blessures les plus profondes peuvent se transformer en source de guérison pour d'autres. Les 126 cicatrices sur mon corps ne sont plus source de honte ou de souffrance. Elles sont des témoins silencieux d'un voyage qui m'a complètement transformée, de victime réduite au silence à une voix qui résonne internationalement dans la défense des plus vulnérables. Elles sont des rappels tangibles que même dans les moments les plus sombres de maltraitance et de désespoir, la possibilité de transformation reste vivante. Et ceci, plus que toute autre chose, est la vérité que j'ai révélée dans ce tribunal et que je continue de révéler au monde, que même dans les histoires les plus sombres de cruauté humaine, existe la possibilité de lumière. Une lumière qui peut guider non seulement nous-mêmes, mais tous ceux qui cherchent encore leur chemin à travers l'obscurité. Aujourd'hui, quand je regarde mes mains ridées, les mêmes mains qui furent un jour attachées, cassées, réduites au silence, je vois aussi les mains qui ont écrit des lois, qui ont séché les larmes d'autres survivants, qui ont érigé une fondation,
qui ont dessiné un avenir différent pour tant de personnes âgées vulnérables. Je vois les mains d'une femme qui a refusé de permettre que 8 années d'horreur définissent les chapitres restants de son histoire. Et s'il y a une leçon que j'espère que mon voyage enseigne, c'est que nous ne devons jamais sous-estimer la capacité humaine de renaître des cendres du traumatisme. Nous ne devons jamais supposer qu'un âge avancé signifie résignation. Nous ne devons jamais accepter que les cicatrices, visibles ou invisibles, soient la fin de l'histoire. Parce que parfois, comme je l'ai découvert à 72 ans, elles ne sont que le commencement de quelque chose d'extraordinaire. Je remercie de cœur chacun qui a suivi mon histoire jusqu'à la fin. Si vous connaissez quelqu'un en situation vulnérable ou avez été touché par ce récit, s'il vous plaît, partagez et aidez à diffuser ce message. Ensemble, nous pouvons protéger nos aînés et transformer les tragédies en but. Laissez votre pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans cette mission vitale.